Alors, notre dernière conférencière, c'est la conférencière qui devait être là hier. Ce n'est donc pas Hélène Merlin-Cajman que vous avez devant vous, mais Danielle Cohen-Lévinas, que je vous présente rapidement. Elle est philosophe et musicologue, professeure à l'université Paris-Sorbonne, où elle a créé où elle dirige le Collège des études juives et de philosophie contemporaine, le Centre Emmanuel Lévinas. Elle a été également directrice de programme au Collège international de philosophie entre 1996 et 2002, où elle a consacré de nombreux articles à Derrida. Notamment, on peut citer notamment son livre Double envoi, Celan et Derrida, Le devenir juif du poème, qui a été publié aux Presses de l'Université de Montréal en 2015, et le collectif Appel, co-dirigé avec Ginette Michaud, qui a été publié chez Hermann en 2014. Elle a récemment aussi co-dirigé René Major, La psychanalyse à venir, qui est paru en 2022 chez Hermann. Et sa conférence s'intitule Plus d'une langue. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs du colloque, Isabelle Alfandari, Anne-Emmanuelle Berger et Jacob Rogozinski, de m'avoir invité à participer. J'en suis très heureuse et très honorée. Prendre la parole dans un colloque est toujours une responsabilité. Rarement pour moi, le mot responsabilité n'aura résonné de manière aussi tranchée, car il s'agit rien de moins que de répondre. Non pas répondre à quelque chose, à quelqu'un, à ce qui s'est passé en général ou en particulier en janvier 2022, lors du colloque à la Sorbonne, dans mon université, donc celle où j'enseigne, mais répondre parce qu'il le faut. Il faut répondre, dirait Derrida. Car l'exercice de la responsabilité prescrit de ne rien soustraire ou de soustraire le moins possible à l'éthique, c'est-à-dire à ce que Derrida appelait une axiomatique de la responsabilité, au-delà de toute norme et de tout savoir. Or, la responsabilité, selon Derrida, engage une déconstruction, une double déconstruction, devant la mémoire et devant la justice. Et comme nous le savons, la justice, pour Derrida, commence avec un parjure. Nul philosophe, plus que Derrida, n'aura été objet de vindicte, d'accusation, d'hostilité avérée, pour ne pas dire de haine. Dans son très bel essai « Ils m'ont haï sans raison », Jacob Rogozinski ausculte avec minutie un phénomène qui n'aura pas vraiment retenu l'attention des philosophes, à savoir la persécution des sorcières au XVIe et XVIIe siècle. Au fil de la lecture de cet ouvrage absolument passionnant, on apprend, du moins j'ai appris, qu'on brûlait des sorcières au moment où Descartes écrivait « Discours de la méthode », en 1637 donc, et que c'est le même Jean Bodin qui prit des positions hautement humanistes sur les guerres de religion et qui fonda la théorie moderne de la souveraineté dans les 6 livres de la République en 1576, qui rédigea un traité intitulé « De la démonomanie des sorcières » en 1576, dans lequel il dénonça l'omniprésence des sorciers dans la société, jusqu'à la cour du roi lui-même, précisant avec force détail les moyens les plus efficaces de les éradiquer en les torturant. Bref, au-delà de ce phénomène, des circonstances historiques, politiques, religieuses bien sûr et intellectuelles, qui rendirent possibles ces abominables persécutions, Jacob Rogozinski réfléchit
plus amplement et philosophiquement au phénomène de la haine dont la persécution est une des formes les plus manifestes et pérennes. Qu'est-ce qui préside au mécanisme de la haine, à ce que Jacob appelle la logique de la haine, sans pour autant ramener cette logique à une explication simplificatrice ou à des raisonnements performatifs, à des schèmes répétitifs d'exclusion, car, et c'est bien là le drame, car il se pourrait bien, je cite Jacob Rogozinski, que comme l'angoisse et l'amour, la haine est sans pourquoi. Je n'irai pas jusqu'à dire que le ressentiment, très très finement analysé hier par Ginette Michaud, est sans pourquoi. Cependant, les ressorts de ce ressentiment sont devenus au fil du temps le signifiant d'une haine qui excède Derrida lui-même, mais que Derrida incarne, et incarne davantage aujourd'hui que par le passé. Ce qui s'exprime derrière ce ressentiment n'est autre que la haine de la pensée qui a trouvé son coupable, responsable de ce déchaînement, et le coupable est la déconstruction. La déconstruction avec tout son cortège, il faut bien le dire, de fantasmes que ce concept charrie chez celles et ceux qui, précisément, n'ont jamais lu une ligne de Derrida, a fortiori plus d'une ligne. Mais doit-on s'en étonner? Il serait décidément trop simple de reconduire à la déconstruction, à une querelle idéologique, sans prendre soin au préalable de rappeler, ce qui a déjà été fait maintes fois, que la déconstruction désigne essentiellement un outil, je n'ose même pas dire un outil critique, ce serait déjà trop pour Derrida, un outil pour ébranler, véritablement ébranler, les oppositions philosophiques traditionnelles. On les rappelle, entre la présence et l'absence, le dedans et le dehors, les vivants et les spectres, les virus et les remèdes, comme si les contraires devaient s'imbriquer et comme si le même, c'est-à-dire le principe identité, devait être travaillé par son autre. Leçon, il faut tout de même le dire, apprise chez Lévinas, dont je dirais d'emblée que pour Derrida, il est décidément trop présent pour être cité. Contamination de la présence par l'absence, mais aussi de la seconde par la première, du même par l'autre, et aussi du mouvement inverse. La déconstruction est donc l'autre mot pour dire ébranlement. Ébranlement de quoi? Ébranlement, ça a été dit, de la présence à soi. Aussi, il m'importe de rappeler ce qui aura déjà aussi maintes fois été rappelé lors de ces journées, l'exigence, véritablement l'exigence philosophique et historique qui préside à la déconstruction et qui ne l'aura jamais quittée, que d'aucuns ignorent ou semblent oublier. Ce que Derrida a appelé déconstruction relève d'un double geste. La pratique de la méthode phénoménologique d'un côté et de l'autre, l'ébranlement de son principe intuitionniste, c'est-à-dire de l'intuition originaire. Idée selon laquelle, je cite, un commencement absolu est à la base de la phénoménologie, c'est dit dans La Voix et le phénomène dont a parlé notre amie Monique David-Ménard. Commençons également par rappeler que l'ébranlement de l'intuition originaire, l'ébranlement donc du commencement, est une exigence qui doit être toujours réitérée, voire réinventée, à tel point que Derrida pensait lui-même que le mot déconstruction finirait sans doute par ne plus être adéquat, peut-être même finirait-il, ce mot, par disparaître.
Je cite un extrait de la lettre à un ami japonais que Derrida adressa au professeur Toshihiko Izutsu, célèbre islamologue, qui a été publié en traduction française dans Le Promeneur en 1985. Ce que la déconstruction n'est pas, mais tout. Qu'est-ce que la déconstruction? Mais rien. Je ne pense pas, c'est toujours Derrida que je cite, je ne pense pas pour toutes ces raisons que ce soit un bon mot. Il n'est surtout pas beau. Il a certes rendu quelques services dans une situation bien déterminée. Pour savoir ce qu'il a imposé dans une chaîne de substitution possible, malgré son imperfection essentielle, il faudrait analyser et déconstruire cette situation bien déterminée. C'est difficile et ce n'est pas ici que je le ferai. Moi non plus. C'est dire jusqu'où ce mot, qui n'est pas un bon mot, emporte avec lui un large spectrum de sens et de signification, allant des désignations les plus concrètes à des désignations portant plus spécifiquement sur des structures métaphysiques, ontologiques ou phénoménologiques. Car les concepts de Derrida ne se fondent pas en compréhension reconduisant à des déterminations métaphysiques. Ils débouchent quasiment tous, je peux même dire tous, sur des indécidables qui sont comme un pluriel qui n'aurait jamais connu le singulier. Pratique philosophique de la différence avec un A dans les différences. Alors que reproche-t-on au juste à Derrida? D'avoir permis à l'exercice de la philosophie de trouver un nouveau lieu de naissance, j'ose pas dire un nouveau commencement, un nouveau lieu de naissance non contaminé par l'ontothéologie et le logocentrisme. Ce mot est déjà vraiment saturé, je n'ose même plus l'utiliser. Dans cette perspective, les problématiques liées au langage, à ses permutations signifiantes, sont un point de référence évidemment indéniable pour comprendre le philosophe de la déconstruction, certes, mais aussi de la grammatologie, de la dissémination, de l'écriture, de l'archi-écriture, de la différence. On ne peut pas traduire ni réduire en termes d'opposition, donc opposition de l'écriture à la parole, par exemple, ou synthèse dialectique, les tensions d'une pensée qui réfléchit et écrit, non pas sur la déconstruction, mais sur l'écriture. Car si les détracteurs de Derrida ont retenu le mot « déconstruction » pour infliger à cette grande œuvre un procès d'intention lamentable et voué à sombrer dans les décombres de l'opinion, si le mot « déconstruction » lui-même était, selon le vœu de Derrida, voué à disparaître, l'écriture est un des concepts qui revient le plus souvent sous sa plume, mot derrière lequel s'exprime une conceptualité. Et comme toujours avec Derrida, cela ne signifie pas non plus qu'il y ait une réponse adéquate à cette conceptualité, voire même qu'une pensée de l'écriture existe en tant que telle ou comme séparée de tout ce qui la rend possible. L'écriture comme symptôme. Et voilà que le concept d'écriture, comme celui de déconstruction d'ailleurs, se voit traversé, voire emporté dans un flot de questions qui l'ouvrent non pas à une saisie du sens de l'être en tant que présence, mais à son ébranlement ou, pour le dire en termes derridiens également, à son présent vivant. Il est donc d'une extrême importance, mais vraiment d'une extrême importance, de refuser toute opération qui vise à installer la déconstruction dans une signification ou une région du discours stable et déterminable, et il faut donc résister.
Et c'est pourquoi il faut répondre de cette résistance. Nous en avons la responsabilité. À titre d'exemple, et aussi parce que je crois que son nom requiert toute notre attention dans ce colloque, je veux rappeler les mots de Sarah Kaufmann, qui, dans un texte au titre très évocateur et même très révélateur, un philosophe unheimlich, écrit, il est question d'écriture sur l'œuvre de Derrida. Je la cite, « Écrire sur Jacques Derrida semble une entreprise audacieuse. De lui, d'autres textes décisifs peuvent paraître qui viendront transformer, du moins par leur simple adjonction, un corpus encore inachevé. La mort seule, ainsi le veut la tradition, légitime le commentaire, la critique de textes élevés, alors à la dignité d'une œuvre dont il devient licite de faire le relevé des thèmes et des thèses. Mais sur Derrida, il n'est pas question d'écrire une thèse, ni aujourd'hui, ni demain. Quel qu'il soit, les textes ultérieurs ne permettent pas à la constitution d'un livre, en tant que totalité finie et naturelle, qui enfermerait un signifié immuable et définitif dans un volume clos. On peut naturellement nuancer les propos de Sarah Kaufmann, mais ils sont vraiment très importants. Ils ont été écrits en 1973. Je rappelle encore que Derrida, dès son ouvrage intitulé « Position », donc c'était en 1972, a précisé que son geste philosophique était un geste de dessaisissement du pouvoir dire, que c'était comme ne rien vouloir dire, c'est son expression, ne rien vouloir dire, qu'il pensait et qu'il écrivait dans l'espace même où se pose la question du dire et du vouloir dire. Mais le ne rien vouloir dire ne doit absolument pas être entendu comme un non-sens ou comme une absurdité ou comme une pure rhétorique performative. Cependant, que les usages, et non pas la puissance conceptuelle, que d'aucuns peuvent en faire, articulés à la question de la déconstruction, peuvent subir en effet des dérives et n'ont stricto sensu plus rien à voir avec la philosophie de Derrida. Il n'est pas inutile, je crois, de laisser la parole à Derrida, car qui mieux que lui aura pressenti les risques, les malentendus et les menaces à venir qui pèsent sur ce binôme que je résumerai brièvement par déconstruire le ne rien vouloir dire. On comprend que celui qui n'a jamais ouvert un seul livre de Derrida a toutes les chances de pervertir ce que déjà il n'a pas lu et a fortiori pas compris. Mais Derrida nous aura tant de fois mis en garde. Il n'était pas dupe, il était même inquiet. Il n'était pas dupe de ce qu'un concept qui n'est ni principe, ni méthode, ni arché, ni vérité du dire philosophique et qui ne renvoie à aucune appartenance de type ontologique, pouvait et pourrait susciter, ici et maintenant, et dans l'avenir. Encore un extrait de la lettre à un ami japonais. Permettez-moi de citer un peu longuement un passage. En tout cas, donc c'est Derrida, ça va être un peu long. En tout cas, malgré les apparences, la déconstruction n'est ni une analyse, ni une critique, et la traduction devrait en tenir compte. Ce n'est pas une analyse en particulier parce que le démontage d'une structure n'est pas une régression vers l'élément simple, vers une origine indécomposable.
Ces valeurs, comme celles d'analyse, sont elles-mêmes des philosophèmes soumis à la déconstruction. Ce n'est pas non plus une critique en un sens général ou en un sens kantien. L'instance du Krinein ou de la crisis, décision, choix, jugement, discernement, est elle-même, comme d'ailleurs tout l'appareil de la critique transcendantale, un des thèmes ou des objets essentiels de la déconstruction. J'en dirai de même pour la méthode. Donc ni analyse, ni critique, ni méthode. La déconstruction n'est pas une méthode et ne peut être transformée en méthode. Surtout si on accentue dans ce mot la signification procédurière ou technicienne. Il est vrai que dans certains milieux, universitaires, entre parenthèses universitaires ou culturels, je pense en particulier aux États-Unis, la métaphore technicienne et méthodologique, qui semble nécessairement attachée au mot même de déconstruction, a pu séduire ou égarer. D'où le débat qui s'est développé dans ces mêmes milieux. La déconstruction peut-elle devenir une méthodologie de la lecture et de l'interprétation? Peut-elle se laisser ainsi réapproprier et domestiquer par les institutions académiques? Il ne suffit pas de dire que la déconstruction ne saurait se réduire à quelques instrumentalités méthodologiques, à un ensemble de règles et de procédures transposables. Il ne suffit pas de dire que chaque événement de déconstruction reste singulier, ou en tout cas au plus près possible de quelque chose comme un idiome et une signature. La déconstruction a lieu. C'est un événement qui n'attend pas la délibération, la conscience ou l'organisation du sujet, ni même de la modernité. Ça se déconstruit. Le ça n'est pas ici une chose impersonnelle qu'on opposerait à quelque subjectivité égologique. Plus loin, si la déconstruction a lieu partout où ça a lieu, où il y a quelque chose, et cela ne se limite donc pas au sens ou au texte, dans le sens courant et livresque de ce dernier mot, il reste à penser ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et dans la modernité, au moment où la déconstruction devient un motif, avec son mot, ses thèmes privilégiés, sa stratégie mobile, etc. Je n'ai pas de réponse simple et formalisable à cette question. Tous mes essais sont des essais qui s'expliquent avec cette formidable question. Ils en sont de modestes symptômes autant que des tentatives d'interprétation. Alors, je crois que Derrida dit tout. Donc, on ne peut que le paraphraser d'une certaine manière. Il se trouve que ce mot, déconstruction, est devenu la signature de Derrida et que son usage s'est répandu comme une flèche dans l'oubli et de la mémoire et de la justice dont je faisais état au début, que je rappelais au début de mon intervention, dans l'oubli de l'exigence de responsabilité. Je précise ce que Derrida entend par mémoire, par l'idée que la déconstruction maintient vivante la mémoire. La mémoire de quoi? Je vais entrer en résonance avec ce que Monique David-Ménard a dit déjà sur Husserl et sur la voix et le phénomène. La mémoire de ce que j'appellerais un soupçon inaugural. Derrida, génial phénoménologue, faut-il le rappeler, un des plus géniaux, fait peser un soupçon sur ce que Husserl appelait au paragraphe 24 des IDN 1 le principe des principes. Je reviens donc à Husserl le temps d'une parenthèse suspensive. Que signifie exactement l'expression bien connue des phénoménologues, principe des principes, et en quoi la déconstruction ne peut pas se comprendre sans l'horizon, elle ne peut absolument pas se comprendre sans l'horizon de cet idiome husserlien auquel Derrida s'est attaqué, dirons-nous,
dès La voix et le phénomène en 1967. Je rappelle brièvement et sans développer ce que dit et ce qu'énonce ce fameux principe. Toute intuition donatrice originaire est source de droit pour la connaissance. Toute intuition donatrice originaire est source de droit pour la connaissance. Comme vous le savez, la voix et le phénomène est l'essai auquel Derrida disait dans Position notamment, tenir le plus. Je n'ai pas... Moi aussi d'ailleurs. J'aime beaucoup ce livre qui a été le premier livre que j'ai lu de Derrida. Je n'ai pas le temps de développer ici l'importance de l'analyse de Derrida dans la voix et le phénomène. Au regard de l'écriture et de la déconstruction, je ne les sépare pas. Importance jamais démentie après 1967. Je ne vais donc pas me livrer et vous imposer une démonstration phénoménologique, mais je tiens à revenir au mouvement général de la pensée de Derrida, déjà bien sûr à l'œuvre dans Origine de la géométrie, qui est au cœur de la déconstruction. Pour cela, je rappelle rapidement un principe que Derrida va suspendre, qui est que Husserl voit dans l'écriture l'accomplissement de la capacité objectivante du langage qui, en tant que graphie, se trouve comme confortée dans son universalité, laquelle demeure étrangère à toute subjectivité empirique et extérieure. Derrida relève que chez Husserl, le modèle absolu de l'objet en général, n'est pas un objet réel, mais un objet idéal. Le fait que l'objet soit idéal, et il le demeure, fait que ce dernier ne se définit plus depuis une subjectivité extérieure, ce qui va aussi lui garantir son statut d'universalité. Cette objectivité est rendue possible précisément par le langage. Donc Derrida note que la référence au langage se présente comme la réponse chez Husserl à la problématique de la constitution de l'objectivité. Au fond, quelle est l'opération majeure que fait Derrida? L'opération éminemment critique, suspensive et déconstructrice. Derrida reproche à Husserl d'avoir neutralisé, philosophiquement neutralisé, la réalité de la langue et du langage, la réalité, je dirais, linguistique, alors même que Husserl a reconnu la nécessité de la référence au langage et à l'écriture. Et toute la lecture que Derrida fait dans La voix et le phénomène, je n'entre pas dans le détail de ce très grand livre, consiste à montrer qu'il est impossible d'atteindre cette objectivité idéale. Parce que atteindre l'objectivité idéale, ça signifierait atteindre la pureté de la langue. Non pas parce que les subjectivités, on ne peut pas atteindre cette objectivité idéale, non pas parce que les subjectivités sont défaillantes ou qu'il y a des failles dans la subjectivité empirique, mais parce que le logos lui-même n'est pas pur. Derrida oppose donc à la prétendue pureté du logos l'impureté originelle du logos qui, pour se constituer comme tel, doit nécessairement entrer dans un rapport de sémantisation et pas seulement de connaissance, de maîtrise, de souveraineté et d'idéalité. Il doit rentrer dans un rapport de sémantisation avec quoi, avec qui? Avec l'autre que soi, avec précisément ce qu'il ne peut plus réduire à soi-même. Alors, là aussi, bien sûr, Lévinas était déjà passé avec Totalité et Infini en 1961, et notamment avec la question
du même et de l'autre, et Derrida avait déjà rédigé son grand texte, son grand commentaire sur Totalité et infini, violence et métaphysique, en 1964. Alors certes, on peut s'accorder avec Sarah Kaufmann pour dire que l'œuvre de Derrida se prête mal à la logique des thèmes, des arguments et des développements, et qu'elle supporte mal également, c'est hélas ce qui se passe très souvent, trop souvent, le fait que l'on sépare le contenu de son expression, la logique de son écriture. Non seulement elle ne le supporte pas, mais elle le refuse radicalement. Toute la pensée de Derrida dit non à cette opération. D'ailleurs, j'étais très intéressée de lire le dernier séminaire paru, parce que le dernier séminaire paru en juin 2022 au Seuil, il s'intitule précisément « Penser, c'est dire non ». Et ce séminaire, je le dis, qui est un cours, ce cours plutôt, n'appartient pas à la série des derniers séminaires qui sont souvent l'objet des attaques. Il s'agit bien d'un cours que Derrida a donné l'année 1960-1961 lorsqu'il était l'assistant en philosophie générale et logique à la Sorbonne et qu'il consacra son année à commenter la phrase du philosophe Alain « Penser, c'est dire non ». Donc, dès le début des années 60, avant introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, donc 1962, donc il a écrit l'origine des géométries dans la foulée de ce cours, avant la voix et le phénomène, 1967, avant l'écriture et la différence, toujours 67, ou avant de la grammatologie, la fameuse année donc 67, le Derrida, j'allais dire, ultérieur, est déjà sensiblement et pas seulement potentiellement présent, car le non que la déconstruction oppose à l'immanence économique de la langue, du logocentrisme et de ses interprétations dominantes n'est pas une contamination négative. Au nom de ce logocentrisme, Derrida va opposer un oui originaire, archi-originaire. Il entend ce oui archi-originaire chez un philosophe auquel on ne songerait pas, c'est Franz Rosenzweig, Derrida, oui originaire, parce que, tout simplement, il y a déjà le privilège, il y a déjà de l'autre. Et ça, c'est une question politique. Le non-oui ou le oui-non, c'est indécidable de la déconstruction, décrit en permanence le procès de ce logocentrisme qui fait trace en ce que la raison du logos aura toujours raison. La chose s'entend elle-même et se clôt sur elle-même. Derrida s'en prend à cette clôture d'une raison qui a toujours raison. En fait, il ne s'en prend pas vraiment à la clôture, au fait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il s'en prend à une clôture qui enferme la raison et qui donne toujours raison à la raison. Le mot trace est un mot que les lecteurs de Lévinas connaissent bien. Et c'est évidemment à Lévinas que Derrida fait le plus référence en parlant de trace. Mais c'est aussi, et il faut le rappeler, à Heidegger et à la destruction heideggerienne de la métaphysique. D'un côté, Heidegger, la trace en tant qu'elle permet d'ébranler la métaphysique de la présence, de l'autre, Lévinas, comme ce qui retient l'autre comme autre dans le même. Mais d'où le lien également fondamental, on ne le dira jamais assez, mais ça a été déjà beaucoup dit, de Derrida avec la psychanalyse et l'idée que dans la structure, alors je prends un exemple parmi d'autres, il fut un temps où cet exemple m'avait beaucoup marqué, avec la psychanalyse et l'idée que dans la structure du rêve, par exemple, il existe une dynamique sui generis. Le rêve parle. Il fait trace, bien sûr. Mais avant de s'interroger sur ce qu'il dit, nous devons prêter attention à la façon dont il parle, à son langage, au statut des symboles, dans sa grammaire propre. Car pour Derrida, je le cite, le rêveur invente sa propre grammaire. Derrida trouve cette problématique dans l'analyse freudienne de l'intrigue originaire de l'expérience onirique
du langage et du symbolique. Il parle même d'écriture psychique sans possibilité de se référer à un code unique d'interprétation ou de déchiffrement. Et la nouveauté freudienne pour Derrida ne consiste donc pas à interpréter les rêves de manière rationnelle et à en déduire une position. La portée psychanalytique, c'est une expression de Derrida, la portée psychanalytique des textes de Derrida, c'est la manière dont se cryptent, je dirais, et se décryptent des contenus du point de vue de sa matérialité et de ses dispositions qui sont constituées avant d'être transmis, avant tout savoir. Et il faut le rappeler aussi, et cela a été dit, à l'arrière-fond de la déconstruction, il faut aussi le rappeler, ce sont bien sûr les théories du signe qui s'inscrivent chez Derrida dans le courant post-structuraliste opposé au structuralisme saussurien, bien qu'on lui ait reproché de s'en rapprocher, où le signifiant, c'est-à-dire la forme d'un signe, renvoie directement au signifié, c'est-à-dire le contenu d'un signe, transmettant ainsi une pensée logocentrique, à savoir centrée sur la parole, celle existant depuis Platon. Avec le motif de l'écriture, du signe donc, Derrida se propose de faire échec à l'histoire de la métaphysique fonctionnant sous le mode d'opposition. Donc ça ne vient pas comme ça faire échec à la métaphysique. Il y a toute une organisation conceptuelle. La déconstruction, c'est avant tout la déconstruction du discours par la contamination métonymique. Avec la déconstruction, Derrida déloge, décentre la fixité de la structure et lui supplante une absence de centre, de sens univoque. Permettez-moi de faire une allusion à un très grand musicien. Ils ne se sont pas rencontrés, hélas. J'ai essayé de les faire se rencontrer, mais ça n'a pas eu lieu. Je veux parler du centre-absence dont parlait Boulez, déjà, Pierre Boulez, dans une œuvre qui s'appelle « Le marteau sans maître » en 1954. C'est là que la relation directe entre signifiant et signifié s'effondre et ruinée, et que s'opèrent précisément des glissements de sens infinis. Ginette a parlé hier de ces glissements, d'un signifiant à un autre. Donc, déconstruire, qu'est-ce que c'est pour Derrida? C'est enlever, si j'essaye de résumer, c'est enlever chaque chose, je garde le mot chose, hein, parce qu'il a son importance, hein, malgré tout, ça part de là, hein, de cette phénoménologie-là. C'est enlever chaque chose à elle-même, chaque mot à lui-même. Derrida les soustrait donc à leur identité de référence et à leur fondement, parce que toute analytique, toute méthodologie systématique remonte nécessairement vers des principes premiers, des structures fondatrices. C'est ça la déconstruction. Et c'est ça qui lui vaut tant de haine et de responsabilité, et de ressentiment, pardon. D'où notre responsabilité. Alors, juste un mot, parce que ça repartirait sur trop loin pour une communication, mais c'est quand même aussi, j'allais dire, l'essentiel, le poumon. Un mot pour conclure sur la question de l'éthique de l'impossible, ou encore l'éthicité de l'éthique, qui est ce mouvement d'hyperbolisation qui deviendra aussi la signature de la dernière manière derridienne, mais qui est aussi sa signature dès le départ. Tout phénoménologue sait que l'hyperbole est au cœur de la méthode phénoménologique, à commencer par les variations imaginatives de Husserl. Quand on fait de la phénoménologie, on hyperbolise, de fait. Donc, hyperbole déjà inscrite en creux dans la déconstruction, dissémination, écriture, différence.
Et là encore, on retrouve un soupçon, un autre soupçon, énoncé cette fois par Derrida lui-même, avec cette formule qui est devenue un leitmotiv. L'éthique, si elle existe. L'éthique, si elle existe, dit Derrida. Si. Rien n'est sûr. C'est indécidable. Tant ce mot désigne, et bien davantage encore que déconstruction, ou avec la déconstruction, mais je laisse tomber la déconstruction, une épreuve. L'épreuve de la traversée de l'impossible, c'est-à-dire, voilà un mot derridien, l'aporie. On peut certes renoncer au vocable déconstruction, mais pas à l'aporie. Pas à l'impossible, pas à l'hyperbole éthique. Dans le cas précis de l'éthicité de l'éthique, c'est aussi une hyperbole constitutive d'Autrement qu'être de Lévinas en 1974, qui va, lui, jusqu'à la question de la substitution. Déconstruire l'impossible, déconstruire l'aporie signifie faire retour à ses limites, qui sont à la fois du côté de la possibilité de l'éthique et du côté de l'impossibilité, possibilisante et impossibilisante en même temps. Ce qui, là encore, fait écho à la possibilité de l'impossible de Heidegger. Du coup, l'impossible ne s'oppose plus au possible, selon le jeu dialectique des contraires. L'impossible est ce qui hante le possible, et en tant que tel, en tant que ce qui rend justice à l'impossible, il est, comme vous le savez, l'indéconstructible. Car en remontant aux conditions de possibilité de l'éthique, Derrida reconduit, ne fait que reconduire l'aporie à son impossible. Dans le champ de la philosophie, comme de la politique, c'est là, me semble-t-il, le geste puissant de la déconstruction, faire que l'impossible soit la possibilité même de l'éthique. L'impossible hante, non seulement il hante, mais il fait violence à la possibilité. Ce que Derrida nommait les effets politiques d'une telle pensée de la déconstruction reste, et pour cause, souvent inaudible, inintelligible ou mal interprété. Ce que fait la déconstruction à la politique, cette question qui se pose, c'est seulement de permettre à la politique d'échapper au tout du politique, pour sauvegarder une chance de la pensée. C'est ça, le cœur de la déconstruction. Et je finirai sur une citation de Derrida, sur cette question du cœur de la déconstruction. Depuis le cœur même de l'impossible, écrit Derrida, c'est dans Papier-Machine, on entendrait ainsi la pulsion ou le pouls d'une déconstruction. Je vous remercie.